Bonjour, bienvenue à table, bienvenue sur la table de la science politique. Nous avons inauguré il y a de cela peu une série de vidéos sur l'État. Aujourd'hui, je voudrais qu'on s'intéresse aux formes sociales de l'État. Ces formes sont liées aux fonctions sociales de l'État. À ce sujet, on assiste partout dans le monde d'abord à un processus d'étatisation de la société qui a conduit au passage de l'État gendarme à l'État-providence. En Afrique, au lendemain des indépendances, les nouveaux États étaient chargés de prendre en main pratiquement tous les aspects du développement. Il s'agissait d'État-providence. Depuis la crise des années 1980, on a, au contraire, assisté au reflux de l'État-providence et au retour en force de l'État gendarme. État-providence, État gendarme, de quoi parle-t-on au juste? Ce sont ces deux formes sociales de l'État qui sont l'objet de cette capsule vidéo. Prenez place, soyez attentifs surtout, suivez-moi très bien. Parlons d'abord de l'État gendarme avant d'aborder l'État-providence. Qu'est-ce que l'État gendarme? Disons que les individus ont toujours été confrontés à des risques qu'il a fallu assurer. Maladie, accident, décès. Plusieurs institutions peuvent traditionnellement jouer ce rôle d'assureur social ou de protecteur face à ces risques. Il s'agit d'abord de la famille, du marché et ensuite de l'État. D'abord, la famille, en s'appuyant sur un principe de solidarité. On estime que face aux problèmes sociaux, les membres de la famille vont s'entraider. Ensuite, il y a le marché. Le marché, en s'appuyant sur une distribution fondée par l'échange monétaire. Chaque personne qui est confrontée à des problèmes sociaux est appelée à mobiliser son épargne pour y faire face. Enfin, on a l'État qui peut organiser une redistribution de solidarité pour venir en aide aux familles en détresse. Dès la fin du XVIIIe siècle et tout au long du XIXe siècle, la conception dominante conduit à ce que les risques soient pris en charge par les deux premières institutions, c'est-à-dire la famille et le marché. En conséquence, l'État se voit cantonné dans des fonctions sociales minimales, connues sous le nom de fonctions régaliennes. Toi qui me suis, tu as compris que l'État gendarme est un État qui se départit de l'essentiel de ses fonctions de solidarité pour ne remplir que des fonctions régaliennes découlant directement de sa souveraineté. Ces fonctions régaliennes sont au nombre de 4. Il s'agit d'assurer la sécurité extérieure par la diplomatie et l'armée. Il s'agit ensuite d'assurer la sécurité intérieure par l'ordre public et la police. Il s'agit d'assurer la justice au moyen des règles de droit. Il s'agit enfin de faciliter les échanges en émettant une monnaie au moyen d'une banque centrale. L'État gendarme est donc étroitement lié au règne de la doctrine du libéralisme économique qui nie la nécessité d'une politique sociale. Ici, on croit que la société est essentiellement composée de propriétaires, petits ou grands, qui vivront des fruits de leur activité et de leur épargne. Et dans ce cas, les pauvres sont jugés responsables de leur situation en raison de leur imprévoyance ou de leur paresse. Selon les libéraux tenants de l'État gendarme, l'unique objectif pour lequel le gouvernement a été établi est la préservation des droits naturels. Il a pour seule activité légitime la conservation de ces droits. Il s'agit donc d'une conception de l'État gardien de nuit ou de l'État minimum. Les mesures imposées aux États africains dans le cadre des plans d'ajustement structurel et d'autres accords avec la Banque mondiale et le FMI visent d'une certaine manière à installer cet État gendarme en Afrique. Évidemment, cette manière de voir a été battue en brèche. Sur le plan pratique, cette vision simpliste et naïve d'une société régulée par la main invisible du marché, cette vision d'une société marchant vers la propriété de chacun, une société éliminant elle-même la pauvreté, cette vision, disais-je, a été complètement démentie par un développement industriel produisant une pauvreté durable. On a donc dû imaginer un autre compromis. Ce compromis
tu dois l'avoir deviné, c'est l'État-providence. Qu'est-ce que l'État-providence? La naissance de l'État-providence en Europe au XIXe siècle marque la rupture avec la conception libérale de l'État comme l'État gendarme ou l'État gardien de nuit. L'idée d'État-providence est le produit d'un processus historique qui va aboutir à l'idée de conscience sociale. Il s'agit, dans les différents États européens, de lutter contre la pauvreté endémique qui apparaît comme un effet pervers de la révolution industrielle d'alors. La notion d'État-providence désigne donc l'ensemble des interventions de l'État dans le domaine social qui visent à garantir un niveau minimum de bien-être à l'ensemble de la population, en particulier à travers un système étendu de protection sociale. Au sens large, adopté par ceux qui critiquent la place trop importante prise par l'État, la notion d'État-providence désigne l'État interventionniste qui s'institutionnalise après la Deuxième Guerre mondiale. Au sens restreint, l'État-providence est celui qui intervient pour assurer la prise en charge collective des fonctions de solidarité. Selon Richard Musgrave, l'État-providence remplit trois fonctions. Une fonction d'allocation des ressources, c'est-à-dire l'utilisation des ressources diverses, financières, humaines et matérielles, en vue de produire des biens et services collectifs. Ensuite, une fonction de redistribution des revenus consistant à prélever une partie des revenus primaires de certains agents économiques et à les transférer vers d'autres agents en fonction de considérations sociales. Et enfin, une fonction de stabilisation de la conjoncture. Ici, l'État mène des actions de politique économique dont l'objectif est d'assurer une croissance aussi forte que possible dans la production et ainsi un bon niveau de vie de la population. L'État-providence est actuellement soumis à deux principales crises qu'il doit dépasser et qui démontrent ses limites. Une crise financière, puisque le déficit budgétaire et la dette ne permettent plus à l'État d'assurer de manière pérenne, c'est-à-dire durable, ses fonctions traditionnelles. Ensuite, une crise d'efficacité, puisque l'on constate que l'intervention publique volontariste n'a pas permis d'améliorer durablement la situation de tous les bénéficiaires de l'État-providence et notamment des plus démunis. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker mes vidéos. Invitez vos amis à s'abonner à ma chaîne.